L'équilibre des territoires, bien, c'est un grand enjeu pour ce gouvernement, alors que le président de la République est souvent qualifié de président des villes. Et un des éléments de cette cohésion, c'est aussi le logement. Il y a des projets au gouvernement pour cela. On va en parler avec Julien Denormandie, qui est secrétaire d'État auprès du ministre chargé de la cohésion du territoire. Julien Denormandie, bonjour. Bonjour. Alors avant de parler des sujets qui vous intéressent en propre dans votre ministère, il y a eu des exactions, des dégradations à l'occasion de manifestations faites par des gens de l'ultra-gauche dimanche, au 1er mai, mardi. Le Premier ministre hier a évoqué l'idée éventuellement de dissoudre des mouvements. Ça vous paraît être une bonne idée, une bonne piste? Vous n'allez pas me dire le contraire, mais c'est possible. Non, écoutez, ce qui est le plus important, c'est la fermeté totale à l'encontre de personnes qui n'étaient absolument pas là pour manifester dans l'esprit du 1er mai, mais qui étaient là simplement pour casser des infrastructures, casser des policiers, comme on dit. Comment ils se sont retrouvés en première ligne? Mais vous savez, c'est pas un sujet qui est nouveau, c'est un sujet que nous connaissons depuis longtemps. Ouais. Maintenant, l'enjeu, c'est à la fois que l'ensemble de nos services d'ordre, et vraiment, moi je salue leur travail, puissent, le moment donné, lors de ces manifestations, assurer la protection de tous, assurer la protection des passants, assurer la protection de ceux qui manifestent avec cet esprit à la fois constructif, même si revendicatif, pour empêcher ces personnes d'agir. Et moi, je salue vraiment le travail fait par ces forces de l'ordre. Parce que quand vous voyez les images de ce qui s'est passé le 1er mai, quand vous voyez qu'en parallèle, il n'y a pas eu des drames aussi forts que certains auraient pu imaginer, vous vous rendez compte à quel point nos services de l'ordre font un boulot exemplaire. Maintenant, s'il faut dissoudre un certain nombre d'associations, comme l'a dit le Premier ministre hier, il faut le faire. Il faut être de la plus grande des fermetés à l'encontre de ces personnes-là qui étaient là simplement pour casser, sans aucun autre objectif, et ceci est purement et totalement intolérable. Alors, cohésion des territoires, le Premier ministre aujourd'hui est parti dans le Cher, où il y a des villes moyennes comme Vierzon, qui se dépeuplent ou en tous les cas qui se décommercialisent, si le mot est juste. Est-ce que ça sert à quelque chose que le Premier ministre, ou parfois c'est le gouvernement, se délocalise comme ça? C'est de la com? Non, c'est pas de la com. Vous savez, notre boulot au gouvernement, c'est vrai pour les ministres, c'est vrai pour ma personne, mais c'est vrai aussi pour le Premier ministre. Notre boulot, c'est d'aller sur le terrain. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est notre marque de fabrique de toujours partir du réel. Vous y apprenez des choses? Mais vous y apprenez énormément, énormément. Vous savez, les politiques publiques, pendant des années, elles ont été conçues dans des bureaux, dans des ministères, avec des personnes qui se disaient « moi j'ai la solution à tous les problèmes supposés qu'on évoquait ». C'est un reproche qui persiste, c'est un reproche, mais c'est un reproche justement contre lequel nous luttons fortement, parce que l'ADN, tout le projet politique que nous avons construit avec le président de la République, il part d'une méthode, et cette méthode, il faut toujours la rappeler. Cette méthode qui fait notre singularité, c'est de partir du réel, de nommer les choses, de partir véritablement de la perception des Français. Comment ça se passe alors? Et ensuite, de trouver les solutions. Mais quand vous avez nommé le problème, vous trouvez les solutions beaucoup plus facilement. Il revient du Cher avec des bagages, enfin ses bagages, j'entends des dossiers. Il les règle? Comment ça se passe? Il s'inspire des problèmes? Il s'inspire de tous ces problèmes, mais surtout, il identifie les points de blocage. Vous savez, on est dans une économie, dans une société, où pendant des années, on a laissé naître et émerger des points de blocage. Tout ce qui fait que votre vie, au jour le jour, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'agriculteur, est rendu plus compliqué. Et trouver ces blocages... La fracture territoriale, c'est une réalité dans ce pays. Trouver ces blocages, c'est quelque chose d'essentiel. Et souvent, ces blocages concourent à la fracture territoriale. Moi, par exemple, depuis 10 mois, je travaille énormément pour lutter contre ce qu'on appelle la fracture numérique. Vous savez, aujourd'hui, vous avez le Parlement qui vote des lois. Des lois, par exemple, pour favoriser le télétravail. Sauf qu'il n'y a pas le haut débit partout. Au même moment, vous avez la moitié des Français qui n'ont pas accès au haut débit. Le président de la République, je crois me souvenir, avait dit qu'il y aurait le haut débit partout en France d'ici à la fin de l'année. Pour tous les Français, du bon débit en 2020 et pour tous les Français, du très haut débit en 2022. Et c'est quelque chose sur lequel... Ça coûte cher, ça. Alors, c'est quelque chose sur lequel on a énormément travaillé et on a conclu un accord très important avec tous les opérateurs, à la fois de téléphonie et à la fois de numérique, pour faire en sorte que ces opérateurs, ils investissent plus, eux, ils investissent plus vite et ils investissent avec des engagements contraignants. D'accord.
vraiment contraignant, ce qui est un élément essentiel. Vous souffrez des critiques qui sont faites à l'égard du président de la République quand on dit c'est le président des villes, c'est le président des centres-villes même, c'est le président des riches. Est-ce que je souffre moi personnellement? Ouais, c'est dur, c'est juste. Je pense que le sujet n'est pas de savoir si moi j'en souffre ou pas. Moi, vous savez, je suis au boulot. Ces critiques, il faut toujours les entendre. Mais quand il fait l'exit tax, quand par exemple il dit on va supprimer l'exit tax, c'est normal qu'on dise. Je reviendrai sur l'exit tax si vous voulez, mais vous savez, cette politique de cohésion des territoires, en 10 mois, on a entendu beaucoup de critiques. En 10 mois, on a énormément agi. Je vous parlais du numérique avec un accord historique qu'on a signé avec les opérateurs. Vous parliez tout à l'heure des villes moyennes. Mais les villes moyennes, c'est villes de quelques dizaines, centaines de milliers d'habitants. On a mis en place un plan totalement ambitieux, 5 milliards d'euros qui seront investis dans ces villes moyennes, qui souvent ont été les parents pauvres des politiques d'aménagement, sur la durée du quinquennat, qui souvent ont été les parents pauvres des politiques d'aménagement, où vous voyez, et vous l'avez dit, ces centres-villes qui périclitent. Il y a que des banques et des opticiens. Exactement. Ces logements qui, là-bas, ils sont dégradés. Ces petits commerces qui partent pour aller en périphérie. Et bien là, on a pris un plan ambitieux. On a réuni tous les partenaires, 5 milliards. L'exit tax, qu'est-ce que c'est? C'est le projet présidentiel, et moi j'y crois profondément, le projet présidentiel, c'est un projet qui est tourné autour du travail. Il faut créer plus d'emplois en France et il faut que le travail paye mieux. L'exit tax, qu'est-ce que c'est? C'est une taxe qui a été mise en place en 2011, qui de 2011 à aujourd'hui a rapporté 15 millions par an, je crois. 15 millions par an, 70 millions d'euros au total, et qui a envoyé un symbole et un signal extrêmement négatif à tous les investisseurs qui voulaient investir dans notre pays. Quand on dit ça, quand on supprime cette exit tax pour dire aux investisseurs étrangers, mais venez dans notre pays, pourquoi on le fait? Pas pour leur faire plaisir, mais parce que ça crée des emplois. Ça existe dans d'autres pays, ça, l'exit tax? Certains pays ont peut-être encore des dispositifs analogues ou autres. Beaucoup n'en ont pas. Mais vous savez, ces investisseurs étrangers, prenez l'année 2017. En 2017, c'est 1300 décisions d'investissement étrangers qui ont eu lieu. C'est plus qu'en 2016 ? C'est plus qu'en 2016. 1300 décisions. C'est plus de 30 000 emplois qui ont été créés ou qui ont été maintenus. Ben moi, ma politique, ma vision, celle du président de la République en premier lieu, du Premier ministre, c'est de tourner notre action vers l'emploi, donner du travail et faire en sorte que ce travail paye mieux. Alors, on va parler du logement, parce que je sais que ça vous tient à cœur. C'est normal. Le plan Borloo, quand est-ce que le président de la République et dans quelles conditions le président de la République va nous dire ce qu'il retient de ce plan? Alors, déjà, c'est un plan qui fait suite à beaucoup de travail. Je voudrais saluer le travail avec Jean-Louis Borloo. Il s'avère que Jean-Louis Borloo était dans nos murs. Donc on l'a vu quotidiennement, Jacques Mézard et moi-même. On a énormément échangé avec Jean-Louis Borloo et je veux saluer vraiment tout le travail qu'il a pu faire. Le président de la République, sur la base de ce rapport et d'autres travaux, s'exprimera le 22 mai. Depuis l'Élysée ou depuis une banlieue? C'est pas encore déterminé, mais je vous le dirai. Moi, je pense qu'on peut être dans un lieu symbolique, mais ce qui m'importe le plus, je vais vous dire, c'est la profondeur et les mesures que le président de la République annoncera ce 22 mai. Le président de la République, moi, ça fait un bout de temps que je travaille avec lui. Quand il était ministre de l'économie, on a beaucoup fait déjà pour les banlieues. Beaucoup. Alors que c'était même pas dans son champ ministériel. Je peux vous dire que c'est un sujet sur lequel il est pleinement investi. Et donc oui, le 22 mai, le président de la République sera au rendez-vous et le gouvernement sera au rendez-vous. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas un sujet des quartiers, c'est un sujet qui concerne toute la République. Il faut dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas la ruralité, la banlieue et les centres-villes. Arrêtons d'opposer les territoires. La France est une. Mais arrêtons d'opposer les territoires. Mais l'enjeu des banlieues, il est essentiel. Encore une fois, les quartiers, ce n'est pas l'histoire des quartiers. L'enjeu, et le président de la République l'a dit clairement, c'est de remettre la République au cœur des quartiers. Aujourd'hui, les inégalités qui sont dans les quartiers sont inacceptables. Alors, le logement, quand est-ce que ce grand plan logement va voir le jour? Quand est-ce qu'on va le découvrir? Alors, le plan logement, la stratégie logement fait l'objet de mesures très fortes qui seront retranscrites dans la loi et nous présentons... Et ce projet de loi, oui. Et nous présentons la loi dans 2 semaines au Parlement. 2 semaines au Parlement. 2 semaines au Parlement. L'adoption, c'est pour quand? On espère fin de l'été, juste après l'été. On voudrait aller rapidement parce qu'aujourd'hui, vous avez une urgence sur le logement. Vous avez énormément de personnes, pour qui le logement est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Alors, il y a beaucoup de chiffres qui circulent, mais vous avez par exemple une personne sur 5 qui aujourd'hui a froid dans son logement. Vous avez plusieurs millions... Parce qu'on ne construit pas assez aussi, hein, c'est ce que vous dites dans une tribune. Il y a 2 choses. Il y a 2 choses. Un, on ne construit pas assez. On construit autant qu'en 1980. Mais songez qu'en 2017, beaucoup se sont félicités en disant
on a un nombre de permis de construire record. C'est vrai, 500 000. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas ça. Donc on rattrape le retard. Mais ce chiffre, c'est le même qu'au début des années 80. Depuis, il y a 12 millions de Français en plus. C'est la faute à qui, ça ? C'est la faute à beaucoup de choses. Moi, je pense à un empilement de décisions. Si vous prenez, par exemple, les normes, aujourd'hui, vous avez eu une inflation des normes. En 10 ans, le coût de la construction a augmenté de 20% à cause de ça. Alors, vous avez fait de la publicité ou de la promotion, comme vous voulez, sur un dispositif qui s'appelle Solibail, qui consiste à mettre en rapport des demandeurs, c'est-à-dire des gens qui aspirent à être locataires, et des bailleurs, des gens qui veulent louer leur appartement. Le gros problème étant qu'il y a une manque de confiance entre les deux parties, très souvent. Les uns parce qu'ils dégradent, les autres parce qu'ils estiment que c'est trop cher. Expliquez-nous ce dispositif, Solibail. En fait, moi j'ai un combat. C'est effectivement de construire plus, vous l'avez dit, mais c'est aussi de remettre tous ces logements qui sont vides sur le marché. Vous les avez estimés en nombre ? Non. Aujourd'hui, on parle de plusieurs centaines de milliers. Mes services me disent que dans les zones où on a beaucoup besoin de logements, c'est plus de 200 000 logements. Les zones où on a besoin de logements, c'est les zones urbaines ou les zones... C'est ce qu'on appelle les zones tendues, c'est-à-dire les zones très fortement peuplées. Donc, mais quand vous prenez 200 000 logements et que vous les comparez à la production, par exemple, à Paris, où chaque année, vous ne produisez que quelques milliers de logements. L'enjeu, il est massif. Et donc, moi, j'ai un combat, c'est de faire en sorte que les logements vides, ce soit terminé. Ce combat, il est extrêmement ambitieux. Mais ce combat, il part d'un principe assez simple. C'est qu'aujourd'hui, vous avez une sorte de méfiance que tous les gouvernements successifs ont cultivé entre les propriétaires et les locataires. Les propriétaires seraient des rentiers et les locataires auraient comme plus grand hobby, plus grand loisir que de détériorer les biens où ils habitent. Tout ceci est faux et ça ne fait que un perdant, à la fois les Français, qu'ils soient propriétaires ou locataires. D'où Solibail. Donc moi, mon principe, il est simple. Je dis à tous les propriétaires, je comprends vos inquiétudes. En plus, ça fait des années. Vous savez, pendant des années, vous étiez un ministre de droite, on vous disait, je suis un ministre pour les propriétaires, un ministre de gauche, on disait, je suis un ministre pour les locataires. Bon, ben, je comprends vos inquiétudes. Cette inquiétude, on l'a tous collégialement cultivée. Et moi, je vous dis, tourne ce dispositif. Moi, je vous dis, propriétaire, si jamais vous avez un logement vacant et que vous ne voulez avoir aucun problème parce que vous avez des inquiétudes, à ce moment-là, donnez les clés de cet appartement à une association à travers le dispositif Solibail. Allez sur solibail.fr et à ce moment-là, l'association s'occupe de tout. Vous êtes payé, vous avez un aménagement fiscal qui peut aller jusqu'à un abattement fiscal jusqu'à 85% du revenu. Et puis, enfin, vous avez une garantie qui fait qu'à la fin des fins, on vous redonne le bien en état. S'il y a eu des destructions comme ça, c'est Solibail qui s'en occupe. Donc moi, je dis à tous les propriétaires, arrêtons ce clivage inutile, stérile, et mettez vos logements en location. Est-ce que le locataire, lui, peut aller sur le site Solibail ou c'est... En fait, quand vous allez c'est Solibail qui les cherche, exactement. Quand locataires. vous allez sur le site Solibail, à ce moment-là, vous avez des associations, et ces associations vont chercher des locataires. C'est l'association qui paye le loyer, mais cette association va chercher des locataires. Et en plus, ce qui est très bien, payé, alors. Vous êtes assuré d'être payé. Et en plus, ce qui est très bien, c'est que ces locataires sont souvent des gens qui ont du mal à avoir accès à un logement. S'inscrire quand on est propriétaire à Solibail ou passer par Solibail, ça a un coût nécessairement. Non, en fait, le dispositif, il est garanti derrière par l'État. Les aménagements fiscaux sont garantis derrière par l'État. L'objectif, c'est extrêmement simple d'utilisation, extrêmement simple. Allez sur solibail.fr, il y a même des témoignages des propriétaires qui témoignent de cette simplicité. C'est en fonction déjà là. C'est déjà en fonctionnement, solibail.fr, encore une fois, allez-y et mettez surtout vos logements à la location. Ne les gardez pas pour vous, c'est un service à rendre à toute la République que de faire en sorte que les logements soient occupés par chacun. Alors, vous avez écouté Solibail. Si vous voulez louer votre appartement et que vous avez quelques craintes, eh bien là, vous aurez quelques garanties. Nous sommes toujours avec le secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, Julien Denormandie, et c'est Jérémy Pontieux qui nous rejoint pour poser des questions des internautes. Jérémy, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Monsieur Denormandie. Bonjour. Alors, les premières questions que j'avais, il y en avait une un petit peu particulière sur Facebook. Laurent Jean-Loup Robinet qui nous dit « J'habite à Bourges, je suis commerçant via Bourges et je ne pense pas que le Premier ministre ait le temps de visiter beaucoup d'entreprises de commerce. Pour lui, le déplacement, c'est de la com. Est-ce que pour vous, c'est important d'aller à la rencontre des entreprises et des entrepreneurs, des citoyens ?» Mais c'est essentiel. Moi, je le fais
Toutes les semaines, Toutes les semaines, vous êtes quelque part en France ? Toutes les semaines, je suis en déplacement. Je serai par exemple demain à Trappes. J'étais il y a quelques jours avec le président de la République dans les Vosges. Ah, vous êtes avec la ministre de l'égalité ? Exactement. J'étais il y a quelques jours avec le président de la République dans les Vosges pour aller justement parler de cette rénovation des cœurs de ville à Saint-Dié-les-Vosges précisément, où nous sommes allés à la rencontre des commerçants pendant un long moment où nous étions à pied dans la rue principale. J'étais la semaine dernière à nouveau dans le Grand Est. Toutes les semaines, et je vous me recueillez déplace. les doléances ? Mais c'est à la fois expliquer, à la fois comprendre là où sont les craintes, les problèmes, et à chaque fois adapter nos politiques publiques pour répondre à chacun de ces problèmes. Alors, une question sinon sur la mission pour développer le coworking dans les territoires. Noriko nous demande pourquoi ne pas investir les commerces de centre-ville qui restent fermés depuis des années. Moi, je suis convaincu que ces espaces de coworking, alors pour ceux qui nous écoutent, ce sont des nouveaux espaces où, parce que vous êtes entrepreneur, parce que vous êtes indépendant, vous espérez pouvoir travailler plutôt en communauté que seul chez vous. Et donc, développer des espaces où vous pouvez... Même si vous n'avez pas du tout les mêmes métiers. Exactement, mais parce que vous avez ce dialogue possible, parce que vous vous aidez sur des questions de comptabilité, parce que vous avez des infrastructures de numérique ou autre. Et donc, j'ai confié à une personne spécialiste de ces sujets, une mission qui s'appelle Patrick Lévy-Weitz, qui est en train de travailler. Aujourd'hui, vous avez des espaces de coworking. Pour aménager ces espaces de coworking, exactement. Là où il y a des espaces commerciaux vides, c'est ça ? Alors, plus précisément, aujourd'hui, vous avez beaucoup de modèles économiques de ces espaces de coworking. On en voit qui se développent, par exemple, dans les gares, par exemple, dans des rues commerçantes. Moi, ce que j'ai demandé à cette personne spécialiste de la question, c'est comment on peut amplifier cela. Comment on peut permettre, sur chacun des territoires, de développer ces espaces de coworking. Et il va me remettre dans les prochains jours. Il travaille depuis 1 mois et demi dessus. Et il va me remettre dans les prochains jours ses conclusions. Sur le plan Borloo, il y avait quelqu'un qui s'est posé la question, Georges Bonneau, qui s'est dit, qui lui se demande pourquoi est-ce que Borloo aurait été, pourquoi le choisir lui alors qu'il y a des jeunes représentants du Nouveau Monde, dont vous d'ailleurs, il vous cite en particulier. Mais parce que, Jean-Louis Borloo connaît extrêmement bien le sujet et connaît énormément d'acteurs qui agissent, que ce soit des élus locaux, que ce soit des associations. Et 2, parce que Jean-Louis Borloo n'a pas fait un travail seul. Jean-Louis Borloo, encore une fois, il était dans nos murs. Moi, je l'ai vu au quotidien, Jean-Louis Borloo. J'ai énormément échangé avec lui. On a nourri nos réflexions. Et Jean-Louis Borloo a vu énormément d'acteurs. Donc, c'est un travail collégial, bien entendu. Il veut un général Patton pour conduire son projet. Ça sera qui, le général Patton ? Ça peut être vous ? Non, mais c'est des choses qui sont, comme vous le savez, de la discrétion du président de la République. Mais ce que veut dire par là Jean-Louis Borloo, c'est qu'il... déterminé, ou une femme. En fait, ce qui veut dire par là, au-delà de toute considération de personne, c'est aujourd'hui, on ne peut pas remettre à demain ce qui est nécessaire de faire d'ores et déjà au bénéfice des quartiers. Il faut créer cette dynamique. Et pour créer une dynamique, il faut agir sur un mode projet, un mode militaire. C'est-à-dire on se fixe des indicateurs, on se fixe des objectifs, et puis on déroule. Parce qu'encore une fois, les quartiers, c'est pas l'histoire des quartiers. Les quartiers, c'est l'histoire de la République tout entière. D'accord. Lila revient sur la proposition qui prévoit la vente chaque année de 1% du parc social de la ville. Elle se demandait pourquoi imposer les logements sociaux et taxer les villes qui n'en font pas suffisamment pour ensuite les vendre. C'est sa question. Alors. C'est quelque chose qui, à mes yeux, est essentiel. Il faut comprendre pourquoi. D'une part, parce que quand vous habitez dans un logement social, vous savez, c'est près de 4,5 millions de ménages qui habitent dans des logements sociaux. Quand vous habitez dans un logement social, vous avez le droit, vous aussi, de vous dire que vous souhaitez passer d'un statut de locataire à un statut de propriétaire. Surtout quand vous en avez la possibilité. Donc vous pouvez acheter votre logement. Vous pouvez acheter votre logement. Et pourquoi c'est vrai partout, ça ? C'est vrai aujourd'hui. En revanche, aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous avez énormément de petits cailloux qui font que les rouages ne sont pas huilés suffisamment et ne marchent pas. Et donc, par la loi que nous présentons dans 15 jours, on va faciliter ce qu'on appelle l'accession sociale, c'est-à-dire permettre de vendre à l'occupant un logement social. Et pourquoi c'est essentiel ? Parce que cette fois-ci, quand vous mettez à la place du bailleur social, quand vous vendez un logement, généralement, vous en construisez 2 ou 3. Parce que vous recevez de l'argent, avec cet argent, vous pouvez vous endetter et vous pouvez plus construire. Une autre question de Jean-Luc 92 qui revient sur la Caisse des dépôts qui fournira avec le concours d'Action Logement 10 milliards d'euros de financement nouveau aux bailleurs sociaux pour construire et rénover leur logement. Il se demande s'il ne faudrait pas plutôt démolir partiellement les immeubles qui auraient été construits plutôt que de les rénover. Ils sont peut-être en trop mauvais état. En fait, quand on parle de rénovation, notamment de rénovation urbaine, on inclut dedans la démolition. Dans certains endroits, la démolition est nécessaire. Dans d'autres endroits, elle n'est pas
obligatoirement indispensable. Donc il faut être là très agile en fonction des territoires. Dans certains cas, il faudra détruire pour mieux reconstruire. Dans certains cas, il faut juste détruire pour, entre guillemets, aérer le cadre de vie, rendre l'espace beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable, avec des espaces verts à la place, avec des commerces à la place. Donc, c'est à chaque territoire de définir au cas par cas. Mais ce que nous faisons, ce gouvernement, c'est que nous nous mobilisons fortement pour améliorer ce cadre de vie. Moi, vraiment, j'ai une obsession. Si, au-delà de mon titre secrétaire d'État à la cohésion des territoires, c'est d'améliorer le cadre de vie des Français. C'est ça mon obsession. Nous étions avec Julien de Normandie, le secrétaire d'État auprès du ministre chargé de la cohésion des territoires. Merci Julien de Normandie de vous être prêté à l'exercice. Merci Jérémy, merci Yves. De vous être fait le médiateur de vous autres internautes. Et puis on vous dit demain pour de nouvelles aventures.